Révolution digitale, épisode 41. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs où je parle chaque semaine avec des entrepreneurs inspirants à travers le monde. Révolution Digitale est diffusée tous les mardis et les jeudis et les comptes rendus détaillés de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous inscrire gratuitement sur notre site pour rejoindre la tribu digitale et de vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Stitcher, Deezer ou sur votre service préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Notre invitée d'aujourd'hui a trouvé son inspiration en conciliant sa passion pour la mode et le digital. Fonceuse et déterminée, elle quitte la Tunisie pour terminer ses études en ingénierie puis en marketing et débute son parcours chez L'Oréal. Visionnaire et décidée à entreprendre, elle imagine en 2011 Carnet de mode, une plateforme de crowdfunding permettant à des centaines de petits créateurs de financer leur future collection. Un an plus tard, la start-up devient la première marketplace internationale pour les marques émergentes de mode. Entrepreneur accompli, notre invitée décide en 2017 de se lancer dans une nouvelle aventure tech et savoure son bonheur de créer un projet tout neuf. Tribu Digital, je suis très honoré d'accueillir aujourd'hui Arbia Smithy. Arbia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prête à nous inspirer? Avec plaisir, si je peux. Génial. Alors, Arbia, je viens de donner un tout petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Est-ce que vous voulez y rajouter quelque chose? Et avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ou peut-être une anecdote sur qui vous êtes, quelque chose qu'on ne sait pas sur vous? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous connaissez pas sur moi. Alors moi, pour commencer du début, je suis de formation ingénieur que j'ai complété justement par un master en marketing et communication à l'ESCP, justement pour sortir un peu de ce milieu industriel et masculin qu'est un ingénieur et ajouter en tout cas une deuxième corde à mon parcours et c'est là où j'ai intégré L'Oréal au marketing et justement avoir l'idée de lancer mon aventure entrepreneuriale à partir de fin 2010 début 2011 qu'est Carnet de mode. Donc mais tout ce que vous avez dit sur justement les débuts de Carnet de mode en tant que première plateforme de crowdfunding qui essaie de transformer justement en première marketplace pour les jeunes créateurs est totalement juste, parfaitement juste. Alors à la base, vous êtes spécialisé dans le marketing. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a quand on voit votre parcours. Et alors, j'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous avez mis que vous étiez une experte, en tout cas que vous aviez de l'expérience dans le growth hacking. Alors moi, je suis très curieux. Et est-ce que c'est quoi le growth hacking et comment ça vous a servi? Alors, le growth hacking, en fait, c'est tout simplement du business développement. C'est-à-dire comment on va développer notre business ou faire du growth, donc de la croissance. Avec le mot hacking, donc c'est un peu plus intelligent, d'une manière plus intelligente ou plus rapide en hackant justement des leviers existants ou traditionnels depuis toujours pour justement développer son business. Donc, on va justement chercher en tant qu'entrepreneur des raccourcis, des manières plus rapides, moins coûteuses, parce que quand on est entrepreneur, on commence avec zéro et le but justement, c'est de créer de la valeur en partant de zéro. Oui, et alors vous avez utilisé ces techniques pour Carnet de mode, le projet sur lequel vous appelez ça votre premier bébé professionnel en tant qu'entrepreneur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Carnet de mode, alors, et plus particulièrement, comment vous génériez vos revenus avec ce modèle et pourquoi vous aviez choisi ce modèle particulier, ce business model particulier? Alors, en fait, Carnet de mode, c'est une marketplace, donc c'est une place de marché en ligne qui permet à des jeunes créateurs justement de
pouvoir créer leur propre e-shop ou leur propre canal de distribution digitale directement sur la plateforme et vendre leur collection directement au client final. Donc, c'est en B2C, alors que des créateurs, en général, se concentrent les premières années de l'existence de leur marque sur la création de collections et la distribution physique et ne maîtrisent absolument pas le canal digital. Donc, Carnet de mode, en fait, avec Carnet de mode, on a voulu créer ou offrir d'abord un outil technologique très innovant qui leur permet d'avoir un tableau de bord très facile et ergonomique à utiliser, un peu entre Shopify et un Wix pour les connaisseurs, en tout cas de l'e-commerce et des CMS open source qui existent aujourd'hui, et leur permet donc de gérer leur facturation, leurs commandes, leur stock, leurs relations aux messageries avec les clients, totalement manière automatique et très facile à utiliser sans avoir besoin justement d'avoir une équipe technique dans son équipe et pouvoir le faire soi-même. Donc l'idée justement c'était au départ d'offrir un outil technologique innovant pour tout jeune créateur qui a un talent pour pouvoir justement vendre ou créer en tout cas son e-shop instantanément en quelques minutes et pouvoir justement vendre ses collections au client final. Sauf que le business model au départ qui s'est voulu très B2B parce que on est une start-up très technologique, on était très concentré justement sur la création de cette techno innovante, on pouvait pas justement vendre une techno à une cible comme les créateurs qui n'ont pas justement les financements nécessaires justement pour commencer sur ce canal digital et même pour se lancer au départ. Donc, j'ai privilégié justement un business model plutôt B2C en leur offrant la technologie de manière totalement gratuite et les verrouiller sur une même plateforme B2C qui s'appelle carnetdemode.com qui justement englobe tous les e-shops de ces créateurs-là qu'on valide et qu'on sélectionne avec soin. Par rapport à leurs talents et justement les aider à faire du marketing et de la communication sur notre plateforme pour justement pouvoir attirer du trafic et vendre directement aux clients. Et notre business model, donc, c'est de prendre des commissions sur les ventes directement. Donc, c'est un business model, on va dire B2C sur une plateforme très technologique, plutôt B2B, ou constitué B2B au départ. Je ne sais pas si c'est assez clair. Ah si, tout à fait. Et d'ailleurs, pour notre audience B2B et B2C, donc là, on parle de business to business. Et business to customer. Donc, voilà. to client, ouais. Voilà. Mais alors, vous n'avez pas commencé tout de suite avec un concept de marketplace. Vous avez commencé avec c'était une plateforme de crowdfunding, c'est ça? Est-ce Exactement. Ouais. Et est-ce que les choses ont changé, vous pensez, depuis le moment où vous avez pivoté? Complètement. En fait, il faut constituer les choses chronologiquement. En 2011, le concept de crowdfunding n'était absolument pas connu par les Français. Moi, je l'ai vu en fait chez Kickstarter aux États-Unis et je voulais vraiment être parmi les premières à apporter ça en France. Et à l'époque, en fait, il y avait qu'une seule plateforme qui utilisait le crowdfunding, qui s'appelait My Major Company. Donc, c'était dans la musique. Et je voulais justement apporter le même concept au business model pour la mode, pour aider justement les jeunes créateurs qui commencent et qui ont du talent. Et c'est vrai que on se rend compte très rapidement, même si le concept a bien buzzé et c'était très intéressant justement d'être très innovant et être le premier justement à apporter ce concept-là en France, on se rend compte que le time to market est un peu tôt. Donc, en fait, pour une startup, c'est très important d'arriver au bon timing, au bon time to market, ni trop tôt ni trop tard. Et c'est pour ça qu'on a pivoté, d'ailleurs, comme toute startup qui doit pivoter plusieurs fois jusqu'à trouver son bon business model. Et c'est ce qui est arrivé à partir de 2013 où on a pivoté de plateforme de crowdfunding dans la mode à une marketplace avec un business model différent. Génial. Et alors, voilà, je suis obligé de vous demander une petite question, un petit conseil pratique à donner à la tribu digitale, peut-être pour celles et ceux qui voudraient lancer un business en ligne ou une marketplace dans un autre domaine. Est-ce que vous avez un petit conseil pratique, rapide, qu'ils peuvent mettre en œuvre directement, ou bien un conseil, quelque chose à éviter ou à mettre en place? Oui, alors le conseil vraiment très important que je donnerais à ces entrepreneurs, en tout cas ceux qui veulent entreprendre dans l'e-commerce ou dans le digital, c'est vraiment de ne pas essayer de réinventer la roue parce qu'il y a énormément de choses déjà qui existent. Tant que de toutes les façons votre business model n'est pas basé sur une techno innovante que vous devez vendre en fait aux clients, donc c'est pas votre produit la techno, c'est juste une application, un use case qui utilise la techno, il vaut mieux gagner tellement
énormément de temps en utilisant ce qui existe sur le marché et se concentrer justement sur la création de valeur et le proof of concept en faisant du chiffre d'affaires et en faisant de l'acquisition client avant même de passer énormément de temps et se perdre justement dans les rouages et les problématiques techno qui prennent beaucoup de temps, qui prennent beaucoup d'argent au départ, et c'est pas ça en fait qui va vous faire votre chiffre d'affaires. Donc voilà, mon conseil c'est justement, ça fait partie du growth hacking qu'il faut faire, donc aller très vite, faire du quick and dirty, donc c'est ce qu'on appelle je sais pas comment le dire en français, mais du rapide, pas cher ou gratuit, juste pour justement tester le marché et comprendre et voir si vous êtes sur la bonne voie au niveau de votre business model et que vous apportez vraiment une solution à un pain point, à une vraie problématique du marché. Et ensuite, vous pouvez justement lever des fonds ou avoir de l'argent nécessaire pour peaufiner votre technologie et créer en fait une technologie plus intéressante. Mais faire ça en fait au départ, donc se mettre sur plusieurs années à faire de la techno avant même de tester si votre business model pourrait marcher, ça peut vraiment tuer votre boîte et vous prendre toute votre temps. Voilà. Merci beaucoup Arbia pour ces belles pépites, et Tribu Digital, gardons donc ça à l'esprit parce que nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial d'Arbia, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Arbia, commençons par cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur, et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Pour être honnête, je pense que je voulais être entrepreneur depuis toujours, sauf que je savais pas que ça s'appelait entrepreneuriat. C'est juste en fait la quête à la liberté, vouloir créer quelque chose d'impactful, donc il y a un impact sur la société ou sur les autres, être aussi le boss de moi-même, justement prendre des décisions, prise de risques, etc. Mais je ne savais pas, ou je constituais pas tout ça dans une définition d'entrepreneuriat, parce qu'à l'époque je savais même pas, je connaissais pas ce mot. Donc j'ai suivi un parcours assez classique, en tout cas scolairement parlant, et même j'ai continué jusqu'à justement intégrer un grand groupe, parce que quand on est justement dans ce parcours classique là, on veut justement suivre ce que font la plupart des gens, et surtout je pensais en fait que ça serait vraiment très intéressant d'avoir une expérience professionnelle dans un grand groupe avant justement de faire ou de me lancer moi-même sur une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, le moment, je ne sais pas quel était ce moment-là, mais le moment en fait qui a tout changé ou qui a tout basculé dans ma tête, c'est le moment justement où quand on est dans un grand groupe et on se rend compte que on n'est pas forcément fait pour ça, que être peut-être une salariée parmi un millier de gens, c'était le cas justement dans un groupe comme chez L'Oréal, qui va justement pas tenir ou gérer un projet de A à Z et voir le résultat un jour, parce qu'en fait on peut travailler pendant des mois sur simplement une présentation PowerPoint à faire valider par votre N+1, N+2, N+3, et peut-être pas voir le jour justement cette idée-là. Voilà, c'est un peu problématique pour quelqu'un qui justement a un mindset plutôt entrepreneur, qui va justement plutôt vers l'action et qui n'a pas justement envie de perdre beaucoup de temps sur la théorie avant. Et c'est là où justement où voilà, je trouvais ça une évidence pour moi de lancer ma start-up le plus rapidement possible. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et on voit que vous aviez déjà ça vraiment en vous, mais alors vous avez quand même dû quitter le groupe. Est-ce que ça a été difficile de faire le choix, quand je dis difficile, est-ce qu'il y a eu des contraintes, qu'elles soient financières ou autres, pour vous lancer, pour quitter votre travail de salarié et lancer votre start-up? Est-ce que le choix est clair ou facile? Non, c'est jamais clair en fait. C'est jamais facile. D'ailleurs, l'entrepreneuriat par définition, c'est justement se jeter dans le vide. Donc, il faut quand même prendre ce risque-là pour justement, apprécier l'aventure d'après. Ouais. Donc, une prise de risque maximum. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand on quitte un job où on est vraiment très bien là où on est et avec une stabilité particulière, etc. Mais c'est le jeu et c'est ce qu'il faut faire.
moi, j'ai la chance, en fait, à ce moment-là, ou à cette époque-là, en tout cas, d'avoir un copain qui est devenu justement mon mari très vite après, qui a entrepris, en fait, depuis la sortie de l'école, donc à l'ESCP, là où on s'est rencontrés. Et justement, c'était un pacte entre nous où, voilà, deux étudiants, pas un rang où tous les deux veulent entreprendre. Il fallait vraiment aussi penser à notre vie économiquement parlant. Et donc, c'était un pacte où il fallait que moi, ou un de nous deux en tout cas, travaille pendant 2 ans pour payer le loyer. Et par contre, l'autre doit complètement s'engager sur, au bout de 2 ans, en fait, sa boîte doit absolument générer assez d'argent pour nous faire vivre tous les deux pendant un certain moment pour que l'autre puisse justement lancer aussi son aventure entrepreneuriale. Donc, on va dire que c'est un pacte de couple Oui, qui a fonctionné, donc qui a complètement fonctionné. Donc, pendant 2 ans, c'est ce qui s'est passé. Moi, je travaillais et lui, donc, il a eu la chance de lancer sa boîte très rapidement et donc on se soutenait mutuellement et ça m'a aussi donné la niaque de lancer aussi ma boîte très vite après, donc 2 ans après l'école. Voilà. Et donc en fait finalement vous êtes bien organisés. On a toujours l'impression que celles et ceux qui lancent des business, des startups et surtout ceux qui ont eu un succès, on a l'impression que c'est un succès. Les Américains appellent ça un overnight success, mais en fait on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et dans votre cas, on voit bien que vous vous êtes organisés, vous avez fait votre pacte, vous avez mis en place un système pour ne pas non plus vous retrouver à la rue. Et ça a aidé à faire cette transition. Et alors ça a l'air facile comme ça, comme c'est oui. dit. Oui, maintenant faisant du recul, mais franchement, non, il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles et de problèmes et que ça se passe jamais comme on veut, etc., etc. Mais clairement, l'aventure vaut la chandelle, 1000 fois. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'obstacles et d'embûches, on va en parler maintenant. Arbia, si vous pouviez alors nous parler un peu dans le lancement de votre entreprise, dans Carnet de mode, dans votre parcours en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous pouvez nous emmener dans un des pires moments que vous ayez vécu et nous le raconter ? Alors, faut se dire que en fait, dans une aventure entrepreneuriale, je pense qu'on vit beaucoup plus de down que des ups, donc beaucoup plus d'échecs et de moments justement où on est en bas que en haut et des moments d'euphorie, beaucoup plus d'ailleurs. Donc, les pires moments, il y en a plein. Mais maintenant, en regardant derrière, on sourit et c'est ce qui d'ailleurs nous rend plus forts et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est savoir justement apprendre de ses échecs et de ses erreurs pour justement se relever et faire mieux et aller beaucoup plus vite. Mais mes pires moments sont innombrables. Franchement, la première fois où j'ai compris que mon business model de crowdfunding n'allait pas vraiment marcher comme je le souhaitais, parce que quand on lance quand même une aventure, on est complètement, on y croit à 1000%. Et donc, en fait, le jour où on doit vraiment se remettre en question et prendre la décision de pivoter et de complètement changer, en tout cas, notre business model ou l'idée, en fait, de base sur laquelle on a construit notre croyance, en tout cas, sur cette aventure ou cette startup est vraiment très difficile. Donc, justement, le moment où j'ai dû prendre ce recul et prendre la décision de changer très vite et complètement de business model, ça c'était quand même un moment très difficile mais très bon et très constructif. Le moment où mon premier salarié m'annonce sa démission et c'était pas anodin parce que c'était quand même le CTO de ma boîte et juste en fait le jour du lancement de notre nouvelle version de site sur laquelle on a travaillé pendant 1 an et demi et où on a mis beaucoup d'argent. Ça c'était aussi vraiment un de mes pires moments. Je pensais même pas me relever parce que ce jour-là quand on doit on doit faire face à une décision pareille et le prendre comme un échec monumental et donc justement se poser 1000 questions et se dire où est-ce qu'on a merdé, où est-ce que ça n'allait pas, pourquoi on arrive à ça et pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Ça devient presque des questions existentielles et on passe par vraiment des moments horribles. Donc il fallait aussi très vite se ressaisir et justement remettre très vite un beau sourire sur le visage pour motiver le reste de l'équipe et continuer
continuer encore plus fort sans lui et trouver son remplaçant, etc. Donc ça aussi, c'était un moment très, très difficile, etc. Enfin, il y en a énormément. Hein. Aussi, le jour où on se lance à chercher des fonds d'investissement, c'est jamais un moment agréable pour tout entrepreneur parce que on se prend beaucoup de non pour espérer d'avoir un oui après tant de claques de porte où on nous claque la porte au nez des milliers de fois et on nous fait perdre notre temps ou pas, mais en tout cas ça aussi, ça nous renforce énormément pour justement arriver à comprendre comment convaincre un investisseur et arriver justement à lever des fonds. Bon, enfin, je peux en parler jusqu'à demain, mais oui, les pires moments, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et alors, on va peut-être poser comme question de manière générale, est-ce que vous avez une technique, peut-être une technique que vous avez développée pour surmonter les coups durs et que vous appliquez à chaque fois? C'est vraiment essayer de se ressaisir et surtout prendre du recul, c'est-à-dire essayer de remettre très vite en fait ce problème dans son contexte et que ça ne devienne pas comme ce qu'on le voit toujours à cet instant-là comme le plus gros problème de la Terre. C'est jamais un énorme problème par rapport à d'autres problèmes existentiels ou problèmes d'autres personnes. Donc il faut juste savoir en fait à un moment donné prendre du recul, bien s'entourer surtout. Donc j'ai la chance de savoir bien m'entourer, en tout cas, que ce soit par ma famille, mon mari, des entrepreneurs amis, mes investisseurs, mon équipe, pour justement savoir, comment dire, se ressaisir très vite, quoi. Donc, il faut pas justement que ça nous absorbe, cet échec-là. Il faut savoir se relever et se dire que cet échec va complètement nous reconstruire d'encore mieux et ça va, certainement créer quelque chose de très positif derrière. Oui, donc Tribu Digital, retenez bien ça, prenez du recul, entourez-vous bien. Et alors Arbia, que s'est-il passé ensuite? Enfin, je veux dire ici plutôt, est-ce que à l'inverse, vous avez eu des moments, ce qu'on appelle des moments d'illumination, un moment où les choses ont basculé en votre faveur, que votre business tout d'un coup a commencé à fleurir, une idée que vous avez mis en place et qui était positive? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Ah mais heureusement, parce que sinon on peut pas continuer. Heureusement, il y a des moments d'euphorie, il y a des moments positifs qui justement vont nous pousser beaucoup plus en avant. Mais justement ces moments-là, c'est des moments très importants. C'est les moments où on sent que justement cet impact qu'on rêvait d'avoir sur les autres, on arrive vraiment à le toucher au bout des doigts quand on a un beau feedback justement d'un client ou positif ou un bon feedback d'un créateur qui nous remercie par rapport à l'impact que justement Carnet de Mode a pu lui apporter, etc. Donc c'est des moments justement très très importants dans la vie d'une start-up et la vie d'un entrepreneur. Donc c'est ces moments-là justement que je chéris le plus et c'est les moments qui nous poussent justement à faire mieux à chaque fois et comment dire, mettre la barre encore plus haut. Et d'ailleurs, on pourrait même rajouter aussi que le moment où vous avez fait votre pivot du crowdfunding à la marketplace aura été aussi un de ces moments où tout d'un coup, alors que vous étiez contre le mur, les choses se sont remises en place et vous avez pu aller dans une direction positive. Et alors, Arbia, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience en tant qu'entrepreneur, quelles seraient-elles? Je veux dire, en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Franchement, les conseils, ça va peut-être être banal parce que c'est ce que je pense tous les entrepreneurs on arrive à comprendre à un moment donné, l'importance de l'échec. C'est-à-dire faites vraiment le plus d'erreurs possible, le plus tôt possible. C'est vraiment mon plus gros conseil aujourd'hui parce que plus on fait des erreurs, plus on avance et on se construit, on se structure et on apprend et on va beaucoup plus vite et on va vers le succès. Il est très rare. En fait, j'ai jamais vu d'ailleurs autour de moi des exemples de succès instantané, sauf si c'est vraiment de la chance de dingue, un peu comme gagner au loto. Mais la plupart des entrepreneurs passent certainement par énormément d'échecs et justement de mauvais moments ou d'erreurs justement avant d'arriver au succès, parce que c'est comme ça qu'on apprend le plus. Donc mon gros conseil, c'est ça, échouer très vite. Et comment échouer très vite? C'est en se lançant d'abord sur l'entrepreneuriat sans se poser des questions sur les risques, les problèmes, etc. Parce que c'est vraiment
en faisant, en étant des doueurs plutôt que de réfléchir et théoriser, qu'on va comprendre et qu'on va justement savoir aiguiller notre business model et arriver justement au succès ou arriver en tout cas à une meilleure idée ou une meilleure exécution. Donc il faut se lancer le plus vite possible pour justement échouer et donc arriver à une réussite après, quoi. Voilà. Oui. Et Tribu Digital, aucun conseil n'est banal et apprendre de ses erreurs est une des clés sur le chemin vers la réussite. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui effectivement revient souvent ici sur ce podcast. Alors bien, nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Ok. On va voir. Je ne peux rien dire d'autre. Ok. Alors, quelle est votre définition du succès? Pour moi, en fait, c'est clair. Je pense que chaque entrepreneur qui entreprend à un moment donné de sa vie, c'est pour justement faire de l'impact. On le fait pas pour l'argent, c'est pour impacter la société ou au moins impacter les gens autour de soi ou un petit secteur en particulier. Donc, le succès pour moi, c'est quand on voit justement cet impact réellement impacter des gens. À quoi ressemble votre journée type? Est-ce que vous avez peut-être une routine qui vous aide tous les jours et que vous pratiquez? Oh, c'est horrible, ma routine. C'est pas quelque chose que je conseille aux gens parce que je suis un peu trop digital addict. Donc, dès que je me réveille, je suis encore au lit, je regarde mon téléphone pour checker mes mails et voir s'il y a un mail très urgent à faire ou à répondre avant même de me lever du lit. Juste après, aller au bureau aussi, checker mes mails, l'équipe, commencer par une journée de réunion pour voir quelles sont les problématiques et les priorités du jour. Et oui, j'ai l'impression que ma journée se passe vraiment en priorisant tellement il y a des tâches à faire et arriver justement en fin de journée en espérant qu'il y aurait une 25e heure à la journée pour justement continuer à bosser. Donc oui, c'est assez problématique. Je suis pas très organisée, on va dire, comme entrepreneuse. Je fais comme je peux. Et si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Ah, ça, c'est horrible. Je vais vous répondre sincèrement. Je lis plus de livres depuis très longtemps. C'est horriblissime, mais par manque de temps et encore une fois, parce que peut-être j'ai une addiction énorme qu'il faut vraiment que je soigne. Mais je suis plutôt, par contre, une cinéphile. Je privilégie énormément les films, regarder des films et des séries depuis toujours, parce que c'est ce que j'adore faire. Et donc, j'apprends beaucoup d'ailleurs de là. Il y a énormément de documentaires aujourd'hui sur Netflix par exemple que je peux conseiller parce que ça m'apporte autant peut-être qu'un livre, peut-être moins, mais en tout cas c'est comme ça que j'apprends. Je regarde beaucoup les tutos sur YouTube, j'apprends énormément comme ça en fait en regardant plutôt des vidéos qu'en lisant des livres. Mon dernier documentaire que je viens de regarder grâce à justement une recommandation d'un ami entrepreneur, c'est Dirty Money sur Netflix. Je vous vraiment recommande de le regarder. Ça parle vraiment d'une série sur vraiment des cas de corruption justement de business et de gros corporates aux États-Unis. Voilà. Eh ben, nous prenons note de ça. Ce sera un livre visuel Netflix. Alors, c'est très bien aussi. Alors, ici peut-être vous allez vous sentir alors plus à l'aise. Quels outils ou applications, productivité ou autres, technologiques ou pas, utilisez-vous régulièrement? Ouf, alors il y en a plein, mais celle vraiment que j'utilise. Le top 3. Alors, j'utilise vraiment tous les jours Scannable. C'est une application qui a été lancée par Evernote depuis un moment, qui permet justement de scanner. Moi, je scanne vraiment automatiquement toutes mes factures, mes notes de frais, mes cartes de visite. Donc, jamais je garde, par exemple, une carte visite en papier dans ma poche. Je la scanne directement et en fait, ça détecte automatiquement le profil de la personne sur LinkedIn et ça lui envoie automatiquement mes coordonnées. Donc, c'est parfait. Et comme ça, en fait, on fait du networking beaucoup plus efficace. C'est très rapide. J'ai beaucoup d'applications justement de néobanques parce que justement, je pense que je fais partie de la génération qui déteste les banques traditionnelles et qui veut aller très vite et qui n'aime pas justement gérer les problèmes administratifs. Donc mes applications que j'utilise quotidiennement, c'est Revolut, N26. C'est là où vraiment et Conto d'ailleurs, Conto qui est une start-up française. Donc ça ils ont vraiment
des applications superbes qui permet vraiment de gérer toute problématique, en tout cas sur notre compte automatiquement et de manière beaucoup plus rapide. Et puisqu'aujourd'hui je suis un peu férue de blockchain et de crypto, donc j'ai aussi beaucoup d'applications qui me permettent de suivre le cours de la crypto et de regarder ou en tout cas de me renseigner sur les nouveautés en termes d'idées de start-up dans la blockchain. Voilà. J'allais justement vous demander si vous n'aviez pas des comptes en crypto-monnaie lorsque vous avez parlé des banques traditionnelles contre les banques, les néobanques. Voilà. Oui, voilà. Comme tout le monde, ça me permet surtout de voilà, c'est par curiosité par rapport à une nouvelle technologie qui peut peut-être en fait avoir un impact de dingue demain et être la nouvelle révolution digitale. Ouais. Donc c'est très important quand même de la suivre et la crypto c'est juste un moyen ou une petite partie justement de cette techno de blockchain qui est beaucoup plus intéressante, clairement. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser une crypto-monnaie comme le Bitcoin sur le site de carnet de mode, par exemple ? Malheureusement, pas pour l'instant, parce que justement, ça nécessite beaucoup d'éducation aujourd'hui, des solutions de paiement, des banques, etc., pour pouvoir la porter sur un site e-commerce. Et en France, c'est vrai que en termes d'utilisation B2C, c'est encore vraiment un peu tôt, donc en termes de time to market. Mais ça va venir. Ça a commencé récemment par justement une annonce du gouvernement français disant qu'ils sympathisent beaucoup et qu'ils veulent être parmi les premiers pays justement à être les plus souples sur les SEO et la blockchain. Donc, ça m'étonnerait pas justement qu'on y arrivera peut-être un jour et très rapidement. Pourquoi pas. Alors, on vient de parler du blockchain, mais est-ce qu'il y a un autre domaine qui vous inspire ou vous passionne en ce moment, un domaine qui vous paraît prometteur peut-être ? Alors aujourd'hui justement je regarde beaucoup les domaines parce que il y a 6 mois j'ai cédé ou j'ai vendu en tout cas ma start-up à un groupe industriel français, donc ça m'a laissé en tout cas, ça m'a donné l'opportunité de réfléchir à quelle est ma next step ou ma nouvelle aventure entrepreneuriale que je veux lancer très rapidement. Et donc voilà, ça nous met un peu dans une page blanche où il faut s'inspirer, regarder tous les secteurs qui existent autour de nous, parce que quand on a fait 7 ans dans l'e-commerce et la techno e-commerce B2C, c'est très difficile en tout cas de s'inspirer ou d'avoir des idées sur d'autres secteurs si on n'y va pas nous-mêmes s'instruire et faire des rencontres dans ces secteurs-là. Donc je passe maintenant plusieurs mois depuis en tout cas mon exit à rencontrer du monde dans d'autres justement domaines, des autres serial entrepreneurs justement dans des secteurs comme la fintech, la maintenance prédictive, industrielle, le VR, les AI, etc. Je mentor aujourd'hui plusieurs startups dans plusieurs incubateurs dans des domaines très différents de l'e-commerce, justement pour me permettre de donner des conseils, mais en même temps d'apprendre beaucoup de ces entrepreneurs aussi. Et je fais aussi des missions de conseil pour des boîtes qui n'ont rien à voir avec l'e-commerce aujourd'hui. Donc, beaucoup de secteurs aujourd'hui m'intéressent, mais ceux vraiment sur lesquels je me concentre en ce moment même, c'est la fintech, la blockchain, clairement, et la maintenance prédictive industrielle, parce que j'estime qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui dans l'industrie, à déboussiérer en tout cas et à digitaliser. Voilà. Et la dernière question, alors, Arbia, c'est la question back in time. C'est ma question préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et que vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, que feriez-vous différemment ? Quel plan ou conseil précis vous donneriez-vous pour réussir plus efficacement et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ou en bitcoin ? Alors, c'est horrible à dire, mais peut-être que la première chose que je dirais, si j'ai que quelques secondes à dire à moi-même à 18 ans, c'est... 5 minutes. 5 minutes. Ah, 5 minutes ? Ok, ça va. Un peu mieux. Mais première chose que je dirais certainement, c'est lâche tout, entreprends tout de suite. Clairement, c'est le meilleur moyen de se former, beaucoup même plus que l'école. Même si j'ai fait un très beau parcours et que ça m'a beaucoup bien sûr construit la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup plus vite avec vraiment en se mettant vraiment à comment dire sur le marché directement et à entreprendre et prendre des risques en fait depuis
un jeune âge. D'ailleurs, je suis très jalouse des générations d'aujourd'hui. Je me disais, mais moi, à 18 ans, mais qu'est-ce que je faisais? J'étais quoi devant ma télé ou à sortir dans les boîtes et à faire mes devoirs le lendemain, alors que j'avais beaucoup de temps peut-être libre pour entreprendre quelque chose, même une petite idée, un petit business ou même une association. Bon, c'est mon seul regret. Peut-être, oui, pouvoir commencer le plus jeune pour justement faire des erreurs au plus jeune et réussir beaucoup plus rapidement. Tribu Digital, qu'attendez-vous? Entreprenez, mais c'est maintenant, vous allez faire vos erreurs peut-être, mais c'est de ces erreurs que vous allez apprendre tous ces éléments importants de l'expérience qu'Arbia a mentionné ici. Et d'ailleurs, Arbia, je constate qu'on est déjà à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure d'Arbia vous inspirera à faire le grand saut. Alors, Arbia, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer en tant qu'entrepreneur dans l'aventure de l'entrepreneuriat ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Il faut vraiment pas réfléchir. Je répète exactement toujours la même image. Imaginez-vous, en train de vous lancer dans un saut à l'élastique et franchement, si vous regardez en bas, personne en fait ne se lance et ne saute. Donc il faut peut-être pas regarder et simplement sauter. Et à ce moment-là, ça ira beaucoup plus vite et ça ira. On profitera en tout cas du moment et on l'apprécie beaucoup plus après. Donc c'est exactement ça l'entrepreneuriat. Il faut pas vraiment très réfléchir parce que et surtout c'est très féminin. Les femmes on réfléchit beaucoup aux contraintes avant vraiment de se lancer. Donc c'est mon conseil. Ne réfléchissez pas, lancez et après en fait réfléchissez. Lancez-vous et réfléchissez après. Et vous allez voir que vous allez vraiment beaucoup apprécier. Tribu Digital, tout est dit. Arbia, vraiment, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Nous raconter tout ça aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dites-nous peut-être comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Clairement, je suis très connectée là-dessus et je reçois vraiment mes messages là-bas. Donc, c'est le meilleur moyen pour me contacter. Et puisque je suis la seule qui s'appelle Arbia Smithy, donc dans vos recherches, ça serait très très facile de me trouver sur LinkedIn. Une annonce aujourd'hui, oui. Je suis en train de lancer ma nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc, je cherche à constituer mon équipe fondatrice star ou killer team. Donc en tout cas très intéressée par rencontrer toutes sortes de personnes smart qui a entrepris avant, idéalement pour justement aller très vite sur cette aventure entrepreneuriale là, dont des profils très très différents. Donc pourquoi pas venez peut-être rejoindre ma nouvelle équipe fondatrice ou la killer team de la nouvelle start-up. J'en parlerai certainement beaucoup plus après quand elle sera structurée, en tout cas l'idée de cette nouvelle start-up-là, clairement. Tribu Digital, vous venez d'entendre Arbia Smithy partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Arbia dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page d'Arbia sur LinkedIn. Et si vous êtes intéressé de la rejoindre dans sa killer team, dont elle nous parlera plus tard, Arbia, oui, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Je vous dis au revoir et vous retrouve en backstage. Merci, au revoir. Hello Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Arbia. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!